Bonsoir à tous, bienvenue à cette nouvelle édition de SOS Parents. Le taux de criminalité grandissant dans les établissements scolaires dans notre pays inquiète. La liste des victimes s'allonge de jour en jour. Le dernier en date, c'est le cas de Kiki, où un élève a poignardé mortellement son camarade. Un drame qui remet au goût du jour une problématique qui gangrène le milieu scolaire avec visiblement des tentacules bien serrés. Comment intervenir efficacement pour endiguer ce fléau qui menace dangereusement l'éducation? Question en première partie de cette édition. L'infection de l'oreille chez l'enfant, comment s'y prendre? Élément de réponse dans notre rubrique mots d'enfant. Le cri de cœur ce soir est celui d'une mère qui a du mal à couper le cordon ombilical avec son fils de 18 ans qui veut quitter le domicile familial. Voilà présenter la vitrine de ce nouveau numéro. L'école, temple du savoir, laboratoire du développement d'un pays, fait face depuis quelque temps à une escalade de violence dans les établissements scolaires privés et publics. Pour tenter de déchiffrer cette situation qui a la peau dure et qui va de mal en pire, nous recevons Monsieur Isiaka Ndjoupouin. Bonsoir. Bonsoir Adi et bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Vous êtes enseignant. Comment vous sentez-vous aujourd'hui lorsque vous dispensez les cours dans une salle de classe? Il faut dire que ce n'est pas la toute grande sérénité qui régnait avant. On est inquiet. On est tout simplement dans l'insécurité et l'ambiance est tellement morose, l'ambiance est dans l'incertitude. Donc c'est à peu près cette ambiance qui règne dans l'environnement scolaire où on ne sait plus à qui faire confiance et quel geste faut-il ou ne faut-il pas faire face à l'élève ou face aux autres membres de l'administration, bien du corps de l'éducation, de la grande famille éducative. Est-ce que vous avez le sentiment que l'enseignement a perdu son aura d'antan, son autorité? L'enseignement n'a pas perdu son aura, en vérité. Mais l'ambiance, les circonstances, l'environnement socio-historique, culturel, ça fait en sorte que c'est plutôt les retombées de l'enseignement qui sont complètement, on va dire, qui ont perdu de leur aura, qui ont perdu de leur importance aux yeux et de l'enfant qui est enseigné et du parent qui envoie sa progéniture pour être formé et même du public dans l'ensemble. Parce qu'en vérité, au jour d'aujourd'hui, de nombreuses questions se posent. Ce que vous enseignez là, à quoi servent-ils? Ils ne servent à rien. Les diplômes là, ça ne sert à rien, etc. C'est ça la réponse la plus immédiate. Peut-être qui intéresse ou bien qui montre le désintérêt, le dégoût que certains enfants manifestent vis-à-vis de l'école et peut-être vis-à-vis de leurs enseignants, de leurs encadreurs. Colin Bekatal est avec nous. Bonsoir Colin. Bonsoir Adi. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. Vous avez fait un reportage sur la montée des violences en milieu scolaire. C'est un élément que vous avez réalisé avec le concours de Loïc Ngamnon et Cyril Nantuan. Octobre 2019, le proviseur du lycée bilingue des Bonnets et sa fille sont agressés par un élève. 14 janvier 2020, Johnny Tchakonte Maurice, enseignant, est assassiné par son élève dans des circonstances qui restent à élucider. Que c'est éprouvant de remuer le passé jusqu'à la date du 29 mars 2019, fatidique pour Tchanou Rosemont Bleurio, âgé de 17 ans, élève en classe de seconde C, poignardé par un autre élève. Dans son cas, le diagnostic établissait combien le coup porté était si violent. Et qui présentait une plaie ouverte au niveau sous ma mêlée gauche, donc juste au niveau de la pointe du cœur. Alors, par après, quand on verra l'arme du crime, on va comprendre que le cœur a dû être tranché. La discorde, en l'occurrence, tenait d'une affaire plutôt banale. Donc c'est une seule des téléphones. Ils veulent donc arracher le téléphone. Et celui qui est, enfin, ceux qui sont blessés, puis sont 3 blessés, mais un qui est mortellement blessé, qui est mort finalement, défendent de remettre, ils ne veulent pas remettre le téléphone. C'est donc comme ça qu'on sort le poignard, donc pour les menacer à remettre le téléphone. C'est douce. La tragédie est arrivée, parce qu'ils voulaient défendre un téléphone portable. L'on est à s'interroger sur pourquoi l'école
malgré ses valeurs, n'est ni plus ni moins qu'un terrain de conflit. En amont pourtant, la situation préoccupe. La communauté éducative, dans ses différentes instances, érige des remparts. Outre la sensibilisation, c'est une logistique d'envergure que les pouvoirs publics déploient dans des établissements scolaires. Le délégué départemental préside des réunions de coordination avec les chefs d'établissement publics et même privés du Bori. Ceci permet de prendre le pouls de ce qui se passe dans leurs différentes structures. Un pôle pédagogique, un pôle administratif, un pôle disciplinaire, les recommandations, les directives de Madame ministre de l'enseignement secondaire, professeur Naloba Lyonga. Dans nos lycées et collèges sont installées des caméras de surveillance. Ces caméras de surveillance nous aident à voir ce qui se passe dans le campus scolaire. L'ensemble bien ne laissé nulle part où le contrôle ne passe et repasse. Nous avions constaté que l'insécurité se poursuivait dans les toilettes. Je ne peux pas vous dire, il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos toilettes scolaires. Madame la ministre de l'enseignement secondaire a été informée. Évidemment, une structure d'accompagnement assiste les chefs d'établissement, les structures scolaires aujourd'hui dans le cadre de la maintenance et du suivi de la propreté de ces toilettes scolaires. Des efforts louables, mais qui encore requièrent des réajustements tant des garnements eux aussi élaborent des méthodes de dissimulation de leurs armes. C'est vrai que lorsqu'ils entrent dans un lycée, l'apprenant, on lui exige de sortir le contenu de son sac et de renverser le sac. Mais on ne sait pas si dans un cahier ou dans un grand livre, peut-être les lames sont cachées. Et ils sont tellement ingénieux parce que malgré le fait qu'ils étaient des métaux portés qu'on fout au portail, ils trouvent toujours moins d'entre eux. Le point pas bon. Ils entrent sans poignard, on fout bien rien. Mais comme le lycée a les fenêtres qui donnent dehors, les complices de dehors, les pastons, tous les objets dangereux qui se trouvent à l'intérieur du lycée. On est d'ailleurs encore bien loin de triompher du mal qui sévit. On ne peut pas dire que l'œuvre est parfaite. Mais comme je l'ai dit, la vidéosurveillance a réduit l'insécurité et la violence scolaire de 60% dans le département de Bori. Ça veut dire qu'il y a encore 40%. Les dernières nouvelles viennent du lycée technique de Kiki dans la région du centre. C'est l'élève Machia Ayam Mohamed qui a subi à mort le coup de poignard d'un autre apprenant, le jeu de cartes étant vraisemblablement la paume de discorde. Nous sommes dans ces faits au 16 novembre 2020. Où en est-on avec le droit et le devoir de regard des parents sur la question? Que le parent veille à regarder le contenu du sac de l'enfant au départ de la maison. Connaissent-ils vraiment leurs enfants? La vigilance doit être redoublée dans un contexte où un nombre important de ceux qui viennent des régions à crise sont élèves dans les lycées et collèges et combien marqués par des actes de violence dont ils auraient au mieux été témoins et au pire victimes. Ne sont-ils pas dans un état de perturbation enclin à rendre ce qu'ils auraient subi? L'urgence tout compte fait est à freiner le phénomène. Ne sait-on jamais, la prochaine victime sera peut-être votre enfant. Vous faites bien d'être avec nous. L'émission, c'est SOS Parents tous les mercredis à 21h. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook DBS officiel. Ce soir, on s'intéresse à la montée de la violence en milieu scolaire et vous venez de suivre le reportage de Colombe Katal. Il est avec nous sur ce plateau. Colombe Katal, à l'observation dans les établissements scolaires, on parle là des élèves. Qui peut être violent? Eh bien, a dit tout le monde, tous les élèves peuvent être violents. C'est vrai qu'il y en a qui a priori aiment bien s'identifier comme étant des caïds, mais il faut se méfier même de celui qui se présente comme étant un doucet. Alors pour revenir au cas de Daido, l'équipe de reportage, n'est-ce pas, y a été conviée, dont je faisais partie. C'était ce matin pour la couverture de la remise des bulletins. Ça veut dire que la situation nous trouve dans l'ancien établissement. Lorsque soudain, on se rend bien compte de l'effervescence et de la tragédie,
naturellement, je commence la collecte de l'information quant à savoir ce qui s'est passé. Je me dirige vers un élève frêle de classe de 4e, très doucet a priori. Et quand je lui demande qu'est-ce qui s'est passé, il a changé soudain. Voilà, il a changé, le ton est monté d'un cran et il m'a menacé en fuyant sa main dans le sac. J'ai dû me retirer, je ne sais pas ce qu'il comptait bien sortir de son sac. Mais ce garçon qui a priori était abordable m'a montré son hostilité. Donc, je ne me suis référé dans un premier temps que de par le fait qu'il était doux, calme, mais je me suis bien rendu compte de ce que c'est très très différent. Aujourd'hui, avec le soutien, n'est-ce pas, des psychotropes et tout autre, je pense qu'il faut se méfier de tous les élèves parce que tous sont des potentiels de potentiels caïds, s'il faut le dire entre guillemets. Vous avez relevé plusieurs cas dans votre reportage. Est-ce qu'il y a des similitudes dans le mode opératoire de ces élèves? Oui, à la lumière de ce que expliquait au moins les censeurs dans les deux cas, on comprend qu'il y a déjà la fascination au recours aux armes blanches. Voilà. La plupart du temps, c'est des couteaux, des tournevis. Mais il y a aussi cette aptitude qu'ont ces enfants à les dissimuler. Le contrôle est là. Il y a des détecteurs de métaux, mais on se rend bien compte qu'ils réfléchissent tous quant à comment est-ce que nous pouvons réussir à les dissimuler. Le cas de Kiki, par exemple, voyez-vous, le garçon a enfoui son couteau dans une baguette. Il a fait une sorte de sandwich de son couteau. Voyez-vous, il a enfoui. Comment peut-on soupçonner de ce que ce bout de pain qu'il tient en réalité constitue un fourreau qui garde une arme? Bon, au lycée les deux, il y a presque 2 années plus tôt, il y a manifestement, parce que nous sommes bien intéressés sur le fait, mais comment est-ce qu'on trouve des armes dans cet établissement? Si je permets que je revienne, nous nous sommes rendus compte de ce que les jours de bulletin, ce n'est sans doute plus le cas aujourd'hui, d'autres mesures ont été prises, mais jusqu'à ce jour de la tragédie, les jours de remise de bulletins étaient des jours très dangereux, c'était des jours de remise de compte. Le même jour, ce jour où ce jeune homme a rendu l'âme, il y avait 2 ou 3 autres qui étaient à l'infirmerie, qui avaient des doigts tranchés. Alors on se demande comment est-ce qu'on peut bien entrer, on peut réussir avec le contrôle et tout, on comprend que c'est des garçons exercés, c'est des garçons bien entraînés, voilà, qui sont des élèves de par l'uniforme, mais qui ont déjà cultivé cet esprit de crime. Ils savent dissimuler leurs armes. Voilà une similitude. Et puis, ils préméditent très bien leurs actes. Ils ne se trompent pas. Et ils arrivent à franchir le seuil de la pitié, de la compassion, au point de frapper sans, n'est-ce pas, sans le moindre regret. Et dommage, puisqu'on trouve ces choses dans des campus, dans nos campus scolaires. C'est des enfants de 4e, en terminale, avec des enfants qui ont moins de 24 ans, voilà, qui s'illustrent par ces actes, ma foi, ignobles. C'est tout à fait regrettable. Ce soir, nous allons tenter de déchiffrer et surtout de proposer quelques solutions avec le concours de nos experts sur ce plateau. Merci, Colombe et Katal, d'être passés. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Bien sûr, c'est notre devoir, nous y serons, s'il plaît à Dieu. Monsieur Ndjoupouin, d'après vous, quelles sont les causes lointaines et immédiates de cette situation qui visiblement va de mal en pire? Oui, parler de causes lointaines et immédiates de la situation serait un très grand sujet à débattre parce que il ne faut pas aller très vite en besogne en ce qui concerne le diagnostic qu'il faut poser par rapport à cet événement. En fait, s'il faut regarder, il y a en premier lieu la banalisation même de la vie. La vie est banalisée, la vie est désacralisée. Il y a ensuite que les médias et même la vie proposent à tous ces enfants des images d'une extrême violence. Il ne se passe aucun jour sans qu'à travers les médias, on ne soit en train, par exemple, de laisser voir, de diffuser des images de massacres ici, décapitation là-bas, fusillade ici, etc. Vous savez, l'enfant, quand il voit les images, il copie très vite et il copie surtout très vite les mauvais exemples. Dans la vie, on ne peut pas passer une semaine sans que, par exemple, une ville comme Douala, qu'on entende qu'ici, il y a eu justice populaire ici, là-bas, il y a eu arrêt, etc. Il y a tellement de scènes de violence. En plus, au niveau de la cellule familiale,
il y a comme un dérèglement, il y a comme un dysfonctionnement. Les enfants ne sont plus très suivis. Et je veux dire, les parents, pour beaucoup, ont démissionné de leur mission, si je peux me répéter. La mission d'encadrer les enfants, la mission de veiller à ce que les enfants soient des exemples de discipline. Et la fréquentation de nos enfants, ces enfants versent beaucoup plus dans la fréquentation, dans la consommation même des produits interdits, par exemple de la drogue. Or, avec cette consommation de la drogue qui est de plus en plus répandue, l'enfant en vient à ne plus mesurer le caractère dangereux de certains gestes qu'il pose, au point où on ne sait plus reconnaître, on ne sait plus valoriser la vie, on ne sait plus mesurer l'acte qu'on pose en soulevant un couteau, en soulevant un tournevis et en le plaquant en plein cœur de son camarade. Il y a tellement de causes que pour pouvoir les citer ici, ce serait une très longue liste. Mais je voudrais dire pour finir que la société en général est responsable. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de modèle. Les enfants n'ont pas de modèle de vie. Ils n'ont pas de modèle de personnes qui représentent pour eux un exemple à suivre. Les seuls modèles, ce sont les stars de sport, de football, ce sont les stars de musique, auxquels on veut ressembler sans avoir les moyens d'être à leur niveau. Mais on veut alors passer par tous les moyens et être là. L'irresponsabilité, la démission, le dysfonctionnement de la cellule familiale fait en sorte que les parents ne sont plus très responsables des enfants. Surtout les enfants dans les familles monoparentales. Quand le père est en Europe, l'enfant reste au Cameroun avec grand-mère, il a la clé de la maison, il a la télécommande, il fait tout ce qu'il veut, il sort. Il fréquente n'importe qui, on finit par le retrouver dans les gants, on finit par le retrouver même en mauvaise fréquentation. Il y a tellement de raisons qui peuvent justifier cet état de choses que nous remarquons dans la société actuelle. Notre deuxième invité nous a rejoint, le docteur Gisèle Béatrice Sonfac. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci de m'avoir invité. Vous êtes enseignante, présidente de l'association Women in Engineering Technology. Women in Engineering and Technology. Voilà. Les enfants qui vont à l'école avec des armes blanches, ils usent de stratégies pour déjouer les surveillants. Est-ce que les parents ont démissionné? Oui et non. Pourquoi? Parce que à première vue, on peut dire oui, les parents ont démissionné, c'est la faute des parents. Mais quand on fait une analyse beaucoup plus profonde et qu'on entre dans l'imagination ou l'imaginaire des enfants, on va se rendre compte que ils trouvent, de par cette imagination-là ou bien cet imaginaire, des astuces pour pouvoir déjouer les parents. Vous pouvez, tout à l'heure, en suivant le reportage, je crois il a été dit que dans les campus scolaires, on a mis des dispositifs tels que les vidéos de surveillance, mais malgré tout ça, les enfants trouvent le moyen de contourner cela. C'est-à-dire, on va mettre dans le pain, comme on a dit tout à l'heure. C'est la même chose qui se reproduit à la maison. Ça veut dire que le parent a beau fouiller le cartable de l'enfant, il va trouver un moyen d'emporter avec lui ces armes blanches-là. Donc, c'est pas toujours parce que le parent n'a pas joué son rôle. Dans une certaine mesure, c'est pour ça que j'ai dit oui, et j'ai biaisé un peu ma réponse pour dire oui et non. Parce que dans une certaine mesure, oui, le parent, il y a des parents qui ont démissionné, qui ne jouent pas leur rôle, peut-être parce qu'ils se disent que le plus important, c'est de trouver de quoi manger à l'enfant, et tout en négligeant cet aspect d'éducation, de formation. Mais de l'autre côté aussi, ça peut être que l'enfant a pris le dessus sur, c'est-à-dire sur le plan du raisonnement ou bien de la réflexion sur son parent, c'est-à-dire pour trouver les voies et moyens de contourner le dispositif mis en place par le parent pour pouvoir veiller. Donc voilà. D'après vous, qu'est-ce qui pousse les enfants à être aussi violents envers leurs camarades, envers leurs professeurs? Voilà. Où est-ce qu'ils puisent cette énergie? Oui. L'expérience a montré que les enfants sont, c'est-à-dire dans le processus éducation ou bien enseignement, apprentissage, on se rend compte que l'enfant apprend en faisant, l'enfant apprend en voyant faire.
Et mon copanéliste a bien fait tout à l'heure de mentionner les modèles. L'autorité du modèle dans une société est très très importante. Ça dit que quand vous érigez des modèles qui sont à marge de ce que on devrait avoir dans une société, il faut s'attendre à ce que les conséquences soient telles que nous observons aujourd'hui. Aussi, je voudrais, si vous permettez, revenir, parce que tel qu'on présente la violence aujourd'hui, on présente uniquement la violence physique. Mais il y a d'autres formes de violence en milieu scolaire et nos enfants en sont victimes et auteurs. Vous voyez par exemple la violence psychologique, qui est l'une des formes de violence très très développée en milieu scolaire et dont les enfants en souffrent. Il y a la violence sexuelle, dont on n'en parle pas beaucoup, mais qui est tellement ancrée dans les comportements de nos enfants. Et il va falloir, c'est l'occasion de vous féliciter par rapport à cette émission, parce que c'est des thématiques qu'il va falloir développer davantage pour accompagner la cellule, la cellule familiale, pour accompagner les parents. Parce que là, vous dites qu'est-ce qui peut motiver les enfants à avoir de tels comportements violents. Il y a déjà les stupéfiants, comme mon copanéliste l'a dit tout à l'heure. Et je vais vous dire que j'ai suivi des enfants. Mon rapprochement avec les enfants m'a permis de découvrir un monde tellement cruel et organisé. Vous allez, si vous faites un tour en boîte de nuit, je ne sais pas si vous le faites souvent, pendant les périodes de fête où on laisse les enfants, on dit allez vous amuser. Vous n'allez pas en revenir parce que vous allez découvrir. Alors j'ai fait l'expérience de me rendre dans un de ces milieux détenus par dont un ami est propriétaire, donc c'était pendant les fêtes. Alors, quand j'arrive, je me rends compte que la première chose qui attire mon attention, c'est que je vois les jeunes filles qui sont couchées, qui sont endormies, et à côté, il y a les garçons qui les accompagnaient, qui faisaient tout de leur corps, qui disposaient de leur corps à leur convenance. Et moi, n'étant pas très familier du milieu, je me suis dit que c'était volontaire. Mais en observant, je me suis rendu compte que ces jeunes filles n'étaient même pas dans leur état normal. Et j'ai observé à côté, et c'est là où je me rends compte que dans les boissons qui sont alignées sur les tables, hein, les garçons, à l'insu des jeunes filles, mettent de la drogue. J'ai dit c'est du vécu. Alors, cette fille, elle consomme de la drogue et puis elle s'abandonne. Les garçons disposent du corps de la jeune fille comme ils veulent. Ce sont les mêmes comportements qui sont développés quand il s'agit des violences physiques dont nous parlons aujourd'hui. C'est-à-dire que on prend des stupéfiants qui vous déshumanisent en fait. C'est-à-dire qui vous donnent un courage tel que vous ne pouvez plus considérer l'autre comme un humain au même titre que vous. Vous, et aussi à côté, vous avez souvent, puisque dans la société, on prend des modèles qui ne sont pas toujours ce qu'on doit recommander aux enfants. Et donc, il y a ce besoin de domination, ce besoin de s'affirmer et parfois négativement. Donc voilà tous ces éléments qui accompagnent les enfants dans cette voie que nous décrions aujourd'hui. Monsieur Ndioupouin, vous vouliez réagir à la précédente question? Oui, je voulais réagir pour dire ceci. Lorsque je parle des parents, de la démission des parents, je le dis en tant que parent aussi. S'il faut tirer à boulet rouge sur le parent, moi aussi je prends un coup. En ceci que, quand l'enfant sort de la maison, tu as beau être parent attentif, tu peux fouiller tout. Mais entre la maison et l'école, beaucoup de choses se passent. Le transporteur, le mototaximent, etc., des choses se passent. Et donc, moi, ce que j'attends des parents en tant qu'enseignant, c'est que le parent soit véritablement le partenaire de la structure scolaire qui accueille l'enfant. Qu'il fasse des tours, qu'il rencontre les surveillants, qu'il rencontre le proviseur, qu'il rencontre le directeur, etc. pour que l'enfant soit véritablement surveillé. L'éducation de l'enfant est une affaire tripartite. C'est-à-dire, il y a le parent,
il y a l'enfant, mais il y a aussi la structure scolaire qui l'accueille. Si l'un des membres, si l'un des maillons de cette chaîne faiblit, toute la chaîne sera grippée. C'est là où j'en appelle à la responsabilité des parents. Donc, il faut que le parent assume entièrement la responsabilité et s'il ne peut pas être le gendarme de l'enfant pour le suivre pas à pas, qu'il s'attache au moins aux surveillants, aux directeurs, aux proviseurs pour que l'enfant sache que quand même mes parents viennent de temps à autre et que, comme ils disent dans leur jargon, on a l'œil sur moi. Monsieur Ndjoupouin, au vu du mal qui persiste et on a des victimes qui tombent tous les jours, les enfants, on a parfois peur quand son enfant va à l'école. Est-ce qu'on doit remettre en question le suivi dans les établissements scolaires? Du tout pas. Remettre en cause le suivi, c'est tout simplement peut-être demander qu'on ferme les établissements. Je le dis, vivant l'expérience tous les jours. Et je profite pour saluer 2-3 surveillants généraux qui font un travail de fourmi dans leurs établissements. Je voudrais m'adresser à M. Chako Gabriel, à M. Fomekon Alexis et à un autre jeune frère, Didier. Didier, il est dans une structure privée. Le nom est parti. Il se reconnaît. Il va se reconnaître. C'est des personnes qui font un travail énorme. Et donc, remettre en cause ce travail-là, pour pouvoir accuser ce qui non, c'est pas cela. Le surveillant fait son travail et il le fait du mieux qu'il peut. Il le fait du mieux qu'il peut. Je peux vous dire que même les mesures d'accompagnement que les instances de l'éducation ont prises, par exemple caméra dessus, ce n'est qu'une petite mesure palliative, une petite mesure de, comment on va dire cela, de persuasion et de dissuasion aussi. Parce qu'au fond, avant que le surveillant, le proviseur, ne quitte son bureau pour aller dans la salle, le crime se sera déjà produit. On aura simplement l'occasion de découvrir que voilà le criminel, mais le crime se sera déjà produit. Donc c'est juste une petite dissuasion, c'est juste une petite prévention comme cela. Les surveillants, les enseignants, les dirigeants de l'administration des établissements font un travail énorme pour que les enfants à eux confiés soient bien éduqués. Monsieur Ndjoupouin, au vu des effectifs pléthoriques dans les établissements, est-ce que cela c'est pas quand même un frein au suivi, au cas par cas? Oui, c'est le cas. C'est le cas parce que les effectifs sont pléthoriques. Mais que voulez-vous? Les lycées aujourd'hui sont des établissements à forte vocation populaire. La société est pauvre. Le parent ne trouve pas assez de moyens pour aller inscrire son enfant dans une structure privée qui lui coûtera très cher. Conséquence, on se retourne vers les lycées. Et les effectifs des lycées sont plein. On ne peut pas dire non, on ne prend plus. Qu'est-ce qu'on va faire de ces enfants-là? C'est des bandits potentiels si on les laisse dans la rue. Il faut donc bien les prendre dans les établissements et veiller maintenant à les encadrer. Là où le problème se pose alors, est-ce que les surveillants sont en nombre suffisant pour pouvoir faire ce travail-là? Ça, c'est d'un. De deux, est-ce qu'ils sont suffisamment outillés, dotés du nécessaire pour pouvoir accomplir cette lourde tâche? Ça, c'est une deuxième mission. Et de trois, sur le plan salarial, sur le plan de la rémunération, est-ce qu'ils sont suffisamment rémunérés pour pouvoir accomplir de façon aisée et de façon dynamique, de façon enthousiaste même ce travail-là? Vous voyez, ils arrivent au début de l'année, ils sont enthousiastes, ils sont forts, etc. Mais au bout de 3 mois, ils se tassent parce que la tâche est énorme. Et ces enfants sont chaque jour en train de multiplier les astuces. Ils sont comme les bandits. Quand la police développe les stratégies pour bloquer, eux aussi ils développent les stratégies pour passer entre les mailles des filets. Voilà, c'est pas facile. Madame Sonfak, si je peux me permettre, le surveillant général, en fait, dont je c'est M. Yembon Didier. C'est un jeune frère, il est dans une structure privée qui fait un travail énorme et que je tiens à saluer ici. Madame Sonfak, est-ce qu'on ne doit pas également interroger notre système éducatif? On doit fortement interroger notre système éducatif. Donc, moi-même, je suis enseignant. Je ne vais pas trop applaudir ce que mon copanéliste vient de dire. Je crois que pour mesurer la réussite ou l'échec d'un système, on va aussi passer par ces comportements-là. On peut se poser la question pourquoi il y a de cela peut-être 20 ans, on ne vivait pas cette situation. Oui, vous allez peut-être me dire c'est parce que dans les lycées, on n'avait pas des effectifs pléthoriques. Je ne pense pas que ce soit l'élément justificatif.
je crois que vous avez questionné un point important, c'est-à-dire la rémunération de l'enseignant. Un employé qui est bien rémunéré, c'est un employé qui va fournir les efforts davantage pour mener à bien sa mission. Et je crois que dans votre plaidoyer tout à l'heure, vous avez dit quelque chose, c'est-à-dire qu'au bout de 3 mois, le surveillant, il se fatigue. Pourquoi il se fatigue? Il se fatigue parce qu'il voit la tâche, mais il ne voit pas la motivation. Et je pense que malgré les effectifs, si le système avait mis tout en place ou bien pris la mesure de la chose pour accompagner que les encadreurs, on aurait pu éviter cela. Et je vais aussi revenir sur un certain nombre de choses, à savoir le civisme. Quand nous étions à l'école, il y avait ce qu'on appelait le civisme. Je crois c'est l'éducation civique. Voilà, le C. On faisait ça. Et ça nous permettait de comprendre les comportements, les attitudes à avoir dans la société. Ça a disparu, on ne sait pas pourquoi. Ça fait partie du système scolaire. Donc, quand on questionne le système scolaire, effectivement, on doit se poser la question sur ce genre de choses. Vous serez sans doute d'accord avec moi que pour mieux rééduquer, il faut dialoguer. Ce n'est pas avec la chicope ou bien en envoyant les enfants en prison ou bien en faisant que ça va diminuer la criminalité dans nos établissements. On doit trouver une solution qui apaise aussi bien ces enfants-là que les enseignants, les encadreurs de façon générale. Autrement dit, au niveau de la cellule familiale, et c'est ce que moi je conseille aux parents, c'est d'ouvrir le dialogue avec les enfants. Ça dit que l'enfant se sente en confiance avec son parent pour être à mesure de lui dire, même s'il a été offensé par un camarade à l'école, qu'il soit capable de dire à sa mère ou à son père que papa, voilà ce que tel camarade m'a fait. Et le parent, en ce moment, est à même de lui dire, voilà comment l'attitude à avoir. Quand ce dialogue-là est établi et entretenu dans la famille, il y a beaucoup de situations qu'on peut éviter. Donc, c'est l'occasion pour moi d'interpeller les parents et de prôner le dialogue et non la répression au sein de la famille. La même chose avec les enseignants. C'est quelque chose que j'ai essayé et vous ne pouvez pas imaginer les confidences que les élèves, les étudiants viennent, ça dit, vient comme ça vous exposer, juste parce qu'on vous voit, on vous sent ouvert, on vous sent prêt à écouter et à conseiller et non à juger. Parce que nous avons l'habitude de juger, nous avons l'habitude de réprimer au sein de la famille, à l'école. Et les enfants, ça les rebelle. Ça les rebelle. Donc, moi, je pense que nous tous, aussi bien le système éducatif, avec tous ceux qui font partie de la chaîne de décision, et la famille et les éducateurs, nous sommes responsables de la situation et on n'utilise pas les solutions appropriées. On n'utilise pas les solutions qu'il faut pour solutionner le problème. Mettre les caméras de surveillance, c'est bien beau, ça va permettre de désigner le coupable ou bien d'anticiper sur un geste violent. Oui, on peut le faire. Mais l'idée reste, ou bien je vais dire la volonté d'agir reste. Ça veut dire que si je n'ai pas pu à l'école, je vais essayer. Attendre à la sortie. Oui, à la sortie de l'école. Il n'y aura plus les caméras de surveillance. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour éradiquer tout ça? Ça dit pour amener l'enfant dans un état psychologique où il va plus considérer la violence comme solution, mais trouver d'autres voies et moyens pour pouvoir solutionner ses problèmes ou bien régler ses comptes avec. Je crois que tout ça réside dans le dialogue aujourd'hui. Et beaucoup de parents que j'interpelle aujourd'hui
ont peur même de leurs enfants. Ça dit qu'ils n'osent pas affronter leurs enfants pour parler soit de sexualité, soit de drogue, soit de sais pas, ça dit des paroles violentes. Parce que tout à l'heure, je parlais de la violence psychologique. Vous voyez, des enfants qui envoient, à l'école n'arrivent même plus à s'exprimer, tout simplement parce que ils sont la cible de ces violences, de ces violences psychologiques-là. Donc, trouvons les moyens et même au niveau de l'État, l'État doit trouver un cadre pour sensibiliser. Ça dit pour éduquer ces enfants-là. Pourquoi ne pas réintroduire l'éducation civique au programme? Où on me disait que quand on chante l'hymne national, on ne doit plus bouger. Aujourd'hui, pendant qu'on est en train de lever les couleurs, tout le monde s'en va et tout ça. Et pendant qu'on est en train de... vous entrez dans une salle de classe, les élèves ne se lèvent pas. Tout le monde va à ses occupations. Parfois, ils ont leur téléphone. Tout part de là. Parce que le savoir-être, on n'enseigne plus aux enfants. Ça a disparu. Et donc, quand on n'a pas, on s'invente. Les enfants s'inventent par les moyens des médias qui ne sont pas toujours les plus conseillés, par les réseaux sociaux et tout ça. Et comme je l'ai dit d'entrée de jeu, l'enfant apprend en voyant faire. Donc, si vous ne lui montrez pas la voie, il va trouver la voie par lui-même. Et si ça ne vous arrange pas, c'est pour vous, puisque vous ne lui avez pas montré ce qu'il faut faire. C'est compris, Madame Sonfarbeson. Du point, vous voulez réagir parce que je voulais vous demander si les enfants sont suffisamment écoutés dans les établissements, sur leur point de vue pris en compte. Oui, et ça me permet exactement de reprendre ou de rebondir sur l'intervention de la dame tout à l'heure pour dire ceci. Les enfants qui sont devenus violents ou qui deviendront violents ne seront pas la résultante du comportement à eux infligé par l'école ou l'administration, non. Il faut déjà dire que le surveillant général a toute une bagatelle de tests qui respecte et qui constitue sa Bible. C'est-à-dire que l'enfant a ce qu'on appelle le règlement intérieur qu'il doit respecter et être avec les autres, ou ne pas respecter et être mis de côté. Il y a dans ces tests-là deux aspects. Il y a un aspect qui est guide, qui indique les comportements à observer, et il y a un deuxième aspect qui indique les sanctions à appliquer en cas d'égarement ou bien d'écart par rapport à telle chose. Donc le surveillant, s'il en arrive peut-être à des comportements, je ne le vois pas en train peut-être de bastonner l'enfant ou de faire acte de violence physique, mais la violence morale, psychologique. Ces enfants sont les premiers à développer cet art-là. Quand un enfant te parle, le regard qu'il te place, mais tu as froid dans le dos. Parce qu'au-delà de l'école, de la maison d'où il vient, le parent lui a fait comprendre que mon fils, toi, tu es le meilleur, tu es le leader. Il lui achète des téléphones haut de gamme, il lui achète paire de chaussures, dernier cri, etc. Quand, pour rejoindre la préoccupation de la dame, quand toi, monsieur le surveillant ou monsieur le professeur qui entre en classe, tu es mal mis par rapport à cet enfant-là, il y a de quoi lui faire penser qu'il est supérieur. Et qu'à partir de là, le supérieur n'a rien à attendre de celui qui est inférieur. Et ce conflit peut naître. Généralement, ça c'est l'une des causes. Moi, ce que je voudrais dire, vous reprenez votre question tout à l'heure là. Je parlais des élèves, s'ils sont suffisamment écoutés. S'ils sont suffisamment écoutés. Les élèves sont écoutés, c'est un cadre de dialogue, c'est un cadre d'échange, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. L'enseignant écoute, apprend même de ses élèves. Autant que l'élève qui est venu pour apprendre, pour acquérir. Ils sont écoutés, mais ils ne sont pas libres de faire comme ils veulent. Parce qu'il y a une structure, un règlement, des lois qu'il faut respecter. Si les élèves arrivent en classe et se soumettent au respect scrupuleux des règles et règlements, il n'y aura pas de problème. Ils sont écoutés. On ne peut pas refuser à l'enfant d'aller se mettre dehors. On ne peut pas refuser à l'enfant d'aller se changer si par exemple besoin est, etc. Ils sont écoutés, mais ils ne sont pas libres de faire comme ils veulent. Il y a un règlement, il y a un canevas
qui doivent suivre. C'est pour cela que le règlement intérieur en arrive parfois à convoquer des conseils de discipline. Au cours de ces conseils, il y a des exclusions. Parce que sur 1000 élèves, sur 1000 graines, s'il y a des mauvais graines, on les enlève, on les extrait pour laisser vivre le reste. C'est cela. Et ceux-là qui sont partis, ceux-là qu'on met dehors, estiment qu'on ne les a pas écoutés. Ils estiment que... J'invite les parents à passer dans les établissements. L'enfant que tu prends à la maison comme un doux agneau, à l'établissement, on va te faire voir que ton enfant est un loup. Et avec preuve à l'appui, tu ne reconnaîtras pas ton enfant. Monsieur Dupont, si on veut rester pratique et optimiste, quelles seraient les solutions pour endiguer ce phénomène? Je vais embrayer par rapport à ce que la dame a dit. Il faut refondre le système scolaire parce que la société est un produit de l'école. La société, c'est l'école, c'est le socle de la société. Tout part de l'école. Si on refond, par exemple, le système scolaire, en introduisant dès l'école primaire le cours de la morale, parce que quand nous étions à l'école, on apprenait la morale. On te disait que quand un aîné entre, tu te lèves. Quand tu veux entrer dans un bureau, tu enlèves ta casquette. Regardez-les s'habiller aujourd'hui, c'est le pantalon au bout des fessiers. Regardez-les, c'est les destroy. Ils déchirent à volonté et ils marchent comme cela. Regardez-les. La morale, il faut réinstaurer la morale à l'école. Il faut, au secondaire, instruire, faire l'éducation civique. Montrer aux enfants que c'est une déshumanisation que de tenir ton camarade par le col, de bagarrer. Il faut qu'on leur réapprenne que il y a des modèles de vie qu'on peut adopter. Et moi, à mon sens, si on me demandait de faire par un coup de baguette magique, je change tout le système. Je réintroduis. Il y a les sociologues qui peuvent nous aider à refaire le système et les programmes. Il y a des psychologues aussi. Il y a toute une grande chaîne qu'on peut convoquer pour refaire le système scolaire en considérant que cette génération est déjà, je mets les guillemets, gâtée, perdue. On peut espérer pour des générations futures. Madame Gisèle Béatrix Sonfa, quels sont selon vous les leviers qu'on doit actionner pour éradiquer l'insécurité et la violence en milieu scolaire? Merci pour cette question. Je commencerai par dire, avant de sanctionner, il faut éduquer. Parce que vous ne pouvez pas, tout simplement parce qu'il y a un règlement intérieur à l'école, quand un élève, je ne me positionne pas en défenseur ou bien défenseuse des élèves. Je fais juste un constat. Ça veut dire que quoi, vous ne pouvez pas, juste à l'arrivée des élèves, vous les présenter un contrat de vie au sein de l'établissement et vous omettez de les accompagner dans l'application de ce contrat. Permettez que j'intervienne. Non, je ne vous ai pas interrompu, permettez que je finisse. Alors, donc, vous les accompagnez pas dans la compréhension même de ce contrat de vie et vous attendez à ce qu'ils appliquent. Mon copanéliste présente, moi je suis enseignant, donc ça veut dire si je tire sur vous, je suis en train de tirer sur moi. Donc il présente l'enseignant, le système éducatif, l'école comme ceux-là qui font tout, c'est-à-dire ils jouent leur rôle, mais c'est plutôt l'enfant qui ne joue pas son rôle. Mais je pense que c'est pas ça. D'entrée de jeu, nous avons dit nous sommes tous responsables parce que quelque part, quand une situation se produit, ça veut dire que quelque part, quelqu'un n'a pas fait ce qu'il faut. Et quand on étudie la question, on se rend compte que le quelqu'un qui n'a pas fait ce qu'il faut, là, c'est tout le monde. En commençant par le système éducatif qui a tout fait d'enlever l'éducation civique et la morale que vous et moi avons apprise à l'école et que nos enfants n'auront pas la chance d'en bénéficier. Aussi, l'enseignant qui, parce que, ou bien le surveillant, moi, excusez de ne pas parler surveillant, qui, parce que n'est pas satisfait de sa rémunération, se dit à un moment donné, je suis fatigué et je n'ai même... c'est pas l'enfant qui doit payer pour ça, c'est pas l'enfant qui vous paye. L'enfant est là parce qu'il y a un contrat, il doit se faire former. Donc, il y a qui de droit. On sait que s'il y a un problème de rémunération,
on peut se plaindre chez un X ou chez un Y, mais c'est pas là-bas qu'il faut manifester son mécontentement. Donc, peut-être vous n'appliquez pas la chose dans ce sens, mais les gens, ils vont le faire. Ça dit que, bon, moi, je me tue et puis je ne vais pas me faire tuer par les élèves alors que je suis si mal payé et tout ça. C'est ce qu'on vit tous les jours. Maintenant, il y a la cellule familiale qui se dit, une fois que j'ai payé les frais scolaires, ma responsabilité s'arrête là. Non, c'est un accompagnement au quotidien. Ça dit qu'on doit faire équipe ensemble. Le système éducatif, c'est-à-dire que les décideurs, l'administration, les enseignants, le corps enseignant, et puis la famille pour pouvoir produire des hommes de qualité. S'il y a un seul élément de la chaîne qui est absent, qui ne répond pas présent, on a tous échoué. Donc ne cherchons pas à dire c'est pas ma responsabilité, c'est la responsabilité de X. Et puis même l'enseignant aussi, je ne sais pas, peut-être il y en a qui le font parce qu'il y en a qui prennent vraiment leur travail au sérieux. Quand on a constaté que l'enfant développe certains comportements, l'enseignant peut prendre aussi celui de convoquer le parent. Ça dit à titre personnel, parce que il faut pas toujours, peut-être l'administration doit le faire, ça prend du temps, et le temps que ça prend, l'enfant devient de plus en plus violent. Donc l'enseignant, puisque c'est son rôle, et si l'enfant devient mauvais, ça voudrait dire qu'il a aussi échoué. Donc il peut prendre sur lui de convoquer le parent et de trouver la stratégie avec le parent pour conduire cet enfant sur le droit chemin, et que les parents soient open mind, parce qu'il y a des parents, même il y a des enseignants qui l'ont fait, mais les parents n'ont même pas cru à la version de l'enseignant, ils ont plutôt cherché à détruire l'enseignant. Donc voilà, Madame Sonfak, on a compris que pour indiquer le phénomène, cela demande une synergie d'action entre la famille, les établissements, l'élève lui-même et la société. Nous allons marquer un arrêt pour prendre notre rubrique mots d'enfant, et ce soir, on fait un gros plan sur l'infection de l'oreille. Comment faire pour savoir si un enfant a une infection au niveau de l'oreille? Il y a 3 signes qu'on peut être en train de rechercher. Déjà, on a une douleur au niveau de l'oreille du côté où l'enfant a mal. Donc ce sera un enfant qui passe tout le temps à toucher cet endroit, s'il ne parle pas encore, pour faire savoir qu'il y a un problème à ce niveau. Ou alors quand vous le lavez, vous sentez que dès que vous voulez toucher cet endroit, il enlève la main. Ou alors c'est un enfant qui commence à faire une fièvre inexpliquée. En recherchant dans la cause, on peut être en train de retrouver, donc on a cette oreille là qui est inflammée, soit quand on touche au niveau du pavillon, soit on touche là au niveau du tragus. Ce sont des signes qui peuvent être en train de nous faire savoir que l'enfant a une infection au niveau de l'oreille. On peut avoir plusieurs types d'infections. On a des otites moyennes qui touchent l'oreille moyenne, donc les otites comme on connaît d'habitude que c'est une fièvre avec une douleur au niveau de l'oreille. Maintenant on a des otites purulentes. Qui dit purulente, c'est maintenant les otites où on a du pus ou un liquide séreux, parce que c'est pas toujours, le pus n'a pas toujours la couleur que vous connaissez, blanchâtre ou rougeâtre là. Ça peut être un liquide séreux qui a déjà, on va dire quoi, qui est déjà nauséabond. Là déjà vous savez que c'est une otite purulente, donc on est déjà en train d'avoir une petite complication au niveau de l'oreille. Et ça c'est une otite qui n'a pas été prise en charge très rapidement. On a des infections directes et on a des infections indirectes. Quand on dit infection directe, c'est quelque chose qui est dû directement à une infection de l'oreille. Donc soit c'est un traumatisme en nettoyant l'oreille qui a créé une lésion par laquelle le germe est entré, soit c'est en asséchant complètement le conduit auditif. Parce que dites-vous que le cérumen qu'on nettoie souvent là, il est important pour la gestion de l'intérieur de l'oreille. Quand vous enlevez complètement le cérumen, ça crée une sécheresse qui fait des petits craquements au niveau du conduit auditif qui permet aussi que les germes entrent. Maintenant, quand on dit que ça peut être de façon indirecte, c'est une infection au niveau de la bouche
vu qu'on a une contiguïté entre la bouche, le nez et les oreilles, donc ça se transmet donc directement au niveau des oreilles. Ou alors si vous avez une infection au niveau des voies respiratoires, le germe se transmet aussi au niveau des oreilles. Quand on a le lait qui entre dans l'oreille de l'enfant, ça veut dire que la position de l'allaitement de l'enfant déjà n'était pas bonne. Pour que le lait arrive au niveau de l'oreille de l'enfant, il faudrait qu'il y ait soit la mère qui est discrète, soit la position de l'enfant qui n'est pas bonne. Donc l'enfant est là comme ça. Donc dès qu'il enlève le sein, ça tombe une fois dans l'oreille. Et maintenant, le lait là sera considéré comme un corps étranger dans l'oreille. Qu'on soit dans une otite moyenne ou qu'on soit dans une otite purulente, la prise en charge peut se ressembler à certains moments, mais il y a une autre prise en charge spécifique à chaque type d'otite qu'on pourrait être en train de mettre en place. La seule chose que le parent a à faire à la maison avant de venir à l'hôpital, c'est de donner un anti-inflammatoire à l'enfant et que l'anti-inflammatoire soit adapté à l'âge de l'enfant. Parce qu'on dit toute prescription doit être faite par un médecin ou sous les conseils d'un pharmacien. Pas du vendeur en pharmacie, mais du pharmacien. Il faut bien le préciser. Dans le cas où on a déjà une otite qui s'extériorise par un liquide séreux ou du pus, simplement nettoyer à l'extérieur de l'oreille, là au niveau du lobe, ne rien mettre à l'intérieur. Et vous venez donc avec l'enfant vers un professionnel de la santé qui pourra s'occuper spécifiquement de ça. Dans les causes des infections, le nettoyage abusif des oreilles avec les cotons-tiges. Déjà, le coton-tige n'est pas adapté pour le nettoyage des oreilles parce que le coton-tige enlève complètement le cérumen qui est le liquide qui tapisse le conduit auditif qui entre dans le fonctionnement normal de l'oreille. C'est ça qui retient même en fait les saletés pour pas qu'elles entrent à l'intérieur de l'oreille, donc créer tous ces problèmes. Quand il y a déjà beaucoup de cérumen, il y a une façon de laver les oreilles. On lave simplement les oreilles comme ça a été montré par un professionnel de santé ou un pharmacien. C'est tout. Pas de coton-tige dans les oreilles. Vous nettoyez simplement avec de l'eau tiède. Si vous avez de l'eau qui entre dans l'oreille, vous rabaissez juste, le lait sort et c'est terminé. C'est tout. Il n'y a pas besoin de mettre quelque chose dans l'oreille. Le fonctionnement de l'oreille permet que tout ce qui est corps étranger puisse ressortir de lui-même. Nous sommes rendus à la dernière partie de cette émission, le cri de cœur. Ce soir, c'est un parent bouleversé qui nous a écrit. Je vais tout de suite vous lire sa correspondance. Bonsoir, je ne sais comment démarrer par moi-même, car moi-même, je ne sais pas ce que je veux et surtout comment décrire mon état actuel. Depuis un mois, mon fils de 18 ans veut quitter notre maison. Il est en première année université et ne rêve que de s'installer seul. Une idée que je ne partage pas du tout. Au début, je ne le prenais pas trop au sérieux. J'ai tenté de le dissuader, lui expliquant que la vie n'est pas toute belle et toute rose, que cela charrie bien trop de paramètres et de responsabilités et qu'il gagnerait à rester en famille pour poursuivre sereinement ses études. Mais rien jusqu'ici, il multiplie au contraire les petits boulots afin de mettre de l'argent de côté pour partir. Son père est entré dans une colère noire quand son fils lui a fait part de ses intentions. Mon mari est catégorique, pour lui c'est trop risqué de le laisser s'installer seul. Mon fils menace de partir sans notre accord. Il me semblait qu'on était une famille unie où le dialogue était présent avec pas mal de complicité. Je suis paumée, je ne sais comment faire, c'est très tendu à la maison. Je ne veux pas perdre mon fils, aidez-moi. Voilà, c'est le cri de cœur d'une dame opposée à ce que son fils de 18 ans quitte le domicile familial. Monsieur Ndoupoint, face à un enfant qui veut arracher son autonomie, comment est-ce qu'il faut gérer? Moi, je pense que cet enfant mérite d'abord qu'on le garde encore à la maison parce que la maturité officielle au Cameroun, c'est 20 ans, je crois, 20 ans ou 21 ans. Voilà. Donc cet enfant n'est pas encore en âge de maturité pour se prendre en charge. Sortir, aller vivre seul suppose qu'il est capable d'assumer sa nutrition, sa santé, son habillement, ses frais de loyer et tout ça. A-t-il les moyens? Mais autre chose maintenant, est-ce que les parents, eux, à la maison, ont donné à l'enfant ce dont il avait besoin pour ne pas regarder, pour ne pas aspirer à aller prendre trop tôt, de façon précoce, cette liberté-là?
Monsieur Dupont, qu'est-ce qui peut motiver cet acharnement pour partir de la maison familiale, selon vous? Peut-être l'envie de cette autonomie, peut-être l'envie de se prendre en charge seul, peut-être l'envie de devenir grand et donc de se sentir libre, peut-être. Peut-être aussi par mimétisme, voir ce que certains ont fait, etc. Il y a un ensemble d'éléments. Comme disait docteur tout à l'heure, l'enfant imite. L'enfant voit faire et il aimerait faire ce qu'il a vu faire. Peut-être qu'il imite certains qui sont peut-être plus âgés, qui sont peut-être plus assis matériellement. Il y a un ensemble d'éléments qu'on peut convoquer pour justifier une telle attitude. Madame Sonfak, les parents visiblement sont fermes, sauf que le jeune ne ralentit pas. Comment gérer pour éviter le conflit? Déjà, je vais dire, il y a chaque personne est unique en son genre, chaque enfant est unique en son genre. Il y a ce qu'on appelle le désir d'indépendance. Certains ont le désir d'indépendance très poussé, donc ça veut dire que ça se manifeste très tôt. Et il ne faut pas taire cela, parce que vous voyez que le jeune, il se donne les moyens de sa politique. Il multiplie les boulots parce qu'il a compris qu'il va falloir des moyens pour subvenir à ses besoins une fois qu'il sera parti de la maison. Et d'après ce que j'ai compris, c'est un enfant qui a eu le bac. Et on a souvent l'habitude de dire, et je parle sous le contrôle de l'enseignant, qu'un enfant qui a le bac, il est déjà grand, il est mature. Parce qu'il a fait la philosophie, il a compris ce que c'est que la vie. Alors moi, je prends l'exemple, si cet enfant avait eu le concours et qu'il devait aller s'installer à Ngaoundéré, pour l'université de Ngaoundéré, qu'aurait fait la famille, les parents? Peut-être il s'inquiète du fait que l'enfant veut s'installer dans la même ville, ce que je comprends tout à fait. Mais ça ne ferait pas aussi, c'est pas quelque chose, je trouve pas ça alarmant que l'enfant ait ce désir de s'autonomiser, mais que ce soit encadré. Je vais plutôt conseiller les parents de laisser un peu de laisse à l'enfant et de l'encadrer plutôt. De s'imaginer, moi quand j'étais étudiant, le plus jeune de l'IUT de Banjul, où j'étudiais avec 15 ans. C'était l'enfant de l'ancien sous-préfet de Douala 5e. On l'a mené de Bafout pour Banjul. Il a logé seul. C'est vrai, sa maman venait les week-ends pour l'aider. Mais après un an, il est devenu autonome. Donc si on n'apprend pas, on ne deviendra jamais forgeron. Il ne saura jamais vivre seul. Si l'enfant manifestait le désir et qu'on voit que sur le plan de l'éducation, il a reçu le minimum qu'il faut pour commencer à se débrouiller, à prendre la vie, à vivre seul, qu'on le laisse et qu'on l'observe, hein, mais qu'on ne l'abandonne pas, qu'on l'accompagne dans son projet. C'est tout ce que je peux dire. Vous vouliez ajouter quelque chose, monsieur Ndjoufouin, pour sortir? Oui, je voulais dire que juste, sauf que le contexte est différent. Parce que l'enfant qui est allé, qu'on a installé à Banjul ou n'importe où, c'est parce que le père est à mesure d'assurer sa protection. Il y a des enfants qu'on envoie par Ngaoundéré parce que le père, la mère, comme celle-ci dit, elle est paumée, elle est incapable de pouvoir assumer. L'enfant qui quitte la maison, laissant les parents dans un tel tas de dénuement, aller parce qu'il compte faire les petits jobs là, mais en associant à ses études, ça me paraît assez dangereux pour pouvoir allier et le job qui n'est pas régulier et le travail de l'école. Bon, c'est pour cela que moi j'aurais encore conseillé que les parents fassent un dialogue avec l'enfant pour davantage le garder à leur côté. Et c'est sur ce que nous mettons un terme à cette édition. Merci, monsieur Ndjoufouin, d'être passé sur notre plateau. Je vous remercie. Madame Sonfak, merci pour votre contribution. C'est moi qui vous remercie. Au nom de toute la grande équipe qui s'est mobilisée pour la production de cette émission, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Ne décrochez pas, nos programmes se poursuivent sur DBS. Vous pouvez retrouver la rediffusion de cette émission dimanche à 16h. À la semaine prochaine, c'est prêt à Dieu.